Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 13 février. Quelques jours après avoir triomphé au Kazakhstan, Valentin Vachereau et ses coéquipiers ont découvert leur futur adversaire en Coupe Davis. Nous recevrons Guillaume Couillard, le capitaine de l'équipe monégasque. En vue du Grand Prix et de l'accueil de la Vuelta, le gouvernement lance une nouvelle campagne de réfection des enrobés dès lundi prochain. Quelles seront les perturbations à prévoir ? Réponse dans un instant. En conférence hier soir pour le Monaco Press Club, Ronan Le Gleut, sénateur représentant les Français établis hors de France et vice-président de la Commission des Affaires européennes, décryptera les enjeux de la défense de l'Europe. Et puis, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la radio. Pour mettre en valeur ce média, nous nous sommes rendus chez nos confrères de Radio Monaco en pleine matinée. Nous débutons donc ce journal par du sport et en particulier du tennis. Monaco connaît son adversaire pour sa prochaine rencontre de Coupe Davis. Les Monégasques se déplaceront en Finlande du 18 au 20 septembre pour tenter de décrocher une place historique dans le groupe de l'élite du tennis mondial. Frédéric Elion, vous êtes avec Guillaume Couillard, le capitaine de l'équipe monégasque de Coupe Davis. Bonsoir Guillaume Couillard. Bonsoir. Guillaume, il y a moins d'une semaine, vous et vos joueurs remportez un succès historique au Kazakhstan en Coupe Davis et vous connaissez déjà le programme pour la suite de la compétition. Ce sera un déplacement en Finlande à la mi-septembre. Quelle est tout simplement votre première réaction après ce tirage ? Écoutez, ça fait quelques années qu'on avait à chaque fois les tirages un petit peu les pires sur le papier avec les têtes de série 1 ou 2. Là, pour une fois, on n'a pas les pires équipes sur le papier, donc on évite l'Australie, on évite l'Argentine, donc forcément on est assez satisfait d'avoir la Finlande, même si on sait que la Finlande elle reste une équipe très très dure à battre. Ils ont des spécialistes, des très bons joueurs de simple, spécialistes de double aussi avec des top 10 en double, donc ce sera une rencontre évidemment très très compliquée, mais encore une fois on va y aller pour la gagner celle-là. D'autant plus qu'il y a encore un énorme enjeu et vous pouvez réaliser un nouvel exploit historique. Expliquez-nous un petit peu finalement l'enjeu de cette confrontation là-bas. Si on gagne cette rencontre que l'on jouera en Finlande, là on intégrera vraiment le meilleur groupe du monde avec les 20 meilleures équipes du monde. Donc c'est quelque chose d'incroyable qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années de ça. Donc là on vit un rêve éveillé et puis voilà, en tout cas. Voilà, on va se reconcentrer sur nous, on va continuer à faire les efforts chaque jour, même en tournoi individuel, mes joueurs vont faire le maximum pour être prêts en septembre pour aller battre cette équipe de Finlande qui pourrait nous permettre vraiment d'être dans les meilleures équipes du monde. Alors vous en avez un petit peu parlé déjà, mais présentez-nous cette équipe finlandaise qui a une particularité. Aucun joueur dans le top 100 en simple, puisque Ruusu Vuori, ancien top 40, est redescendu assez bas dans le classement. Par contre, il y a un joueur très fort en double que Romain et Hugo connaissent très bien. Ouais, alors en effet, ils ont un joueur qui normalement est numéro 1, c'est Ruusu Vuori qui était top 40, qui a eu des problèmes de santé ces derniers temps et qui avait arrêté de jouer, mais là qui a repris, donc on s'en méfie parce que s'il revient à son meilleur niveau, c'est un joueur qui jouera 30e mondial. Ils ont un numéro 2 qui a été aussi top 100, donc même s'il est pas loin du top 100, il a été top 100, donc c'est quand même aussi un énorme client. Et puis en double, ils ont un joueur, Elio Vara, qui est top 10 depuis un moment, qui a gagné plusieurs grands chelems, qui a très très bien joué en 2025. Donc voilà, c'est une équipe quand même malgré tout qui est très performante et il faut vraiment s'en méfier. Faut pas se laisser griser par une victoire qu'on a eue au Kazakhstan. Faut pas penser que parce qu'on a battu le Kazakhstan, on va battre toutes les équipes que l'on a en face de nous. Il faut les compteurs sont remis à zéro à chaque fois et puis on va à nouveau se reconcentrer sur nous et voilà être le meilleur possible contre cette équipe. Dernière question, Guillaume, on est encore assez loin, très loin même de ce match, mais vous avez déjà une idée de la surface sur laquelle ça va se jouer ? A priori, connaissant la Finlande et la période de septembre, je pense que ce sera sur dur indoor. Voilà, c'est notre petite réflexion. Maintenant, on attend toujours, on le saura au dernier moment. Mais voilà, je pense que ce sera sur dur indoor, les mêmes conditions que sur lesquelles on a joué au Kazakhstan.
Ouais, et ça devrait bien convenir en effet à vos joueurs. Guillaume, merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes sur Monaco Info et à très bientôt pour de nouveaux exploits avec vos joueurs. Merci beaucoup, merci de nous suivre en tout cas, c'est très gentil. En athlétisme, la Principauté accueillera cet été la première édition du Monaco Athletics Festival, une compétition de saut en hauteur organisée par un champion olympique de la discipline. Frédéric Elion, Hugo Comaza et Clélia Renaud l'ont rencontré. Il défie les lois de la gravité depuis plus d'une décennie. Moutaz Barchim a tout gagné en saut en hauteur. Champion olympique, 3 titres mondiaux, plusieurs ligues de diamants. L'athlète qatari était en principauté pour officialiser jeudi la création d'une toute nouvelle compétition en partenariat avec la Fédération monégasque d'athlétisme qui aura lieu en principauté cet été, le Monaco Athletics Festival. I started my own project 2 years ago called it the What Gravity Tour, which is actually, take the high jump to iconic places, connect the people to the sport, more spectator, more close to the people, and create something that athletes can perform at the highest top level. It's definitely certified under the World Athletics, they can qualify to the Olympics, you can get the points, you can qualify to the World Championship, and as well have fun for that. C'est un de nos objectifs au niveau de la fédération, de rapprocher les spectateurs de l'athlétisme. Notre objectif, c'est celui-là, de faire aimer toutes les épreuves d'athlétique. Et puis, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Ça a été laborieux. À Monaco, on a la chance et les inconvénients d'avoir beaucoup de manifestations dans beaucoup d'endroits différents. Et on a réussi à trouver et une date et un lieu pour cette manifestation. It's going to be nothing less than the top 10 in the world for that. Yeah, you have to expect at least 3 or 4 world or Olympic champions in here. So it's going to be the top of the top. Moutaz Barchim avait déjà organisé un événement similaire à Doha en 2024 et en Allemagne l'an passé. L'étape monégasque aura lieu le 5 août à 18h sur le quai Albert Ier. La FMA a signé hier soir un compromis avec la société de Barchim qui engage le renouvellement de l'épreuve sur les 3 prochaines années. Le Grand Prix approche et comme chaque année, la direction de l'aménagement urbain conduit une campagne de réfection des enrobés. Les travaux débuteront la semaine prochaine et dureront jusqu'à la mi-mars. Ils permettront de garantir la qualité et la sécurité du réseau routier. Les détails avec le chef de section à la direction de l'aménagement urbain, Stéphane Mélan. On va débuter lundi ces travaux de réfection des enrobés. Donc, les travaux sont effectués de nuit, bien sûr, pour limiter les nuisances vis-à-vis de la circulation. Il y a déjà des travaux préparatoires qui ont débuté, je ne sais pas si vous avez pu déjà le constater, en journée avec des petits pilotages sur les voies de circulation. Donc la campagne s'inscrit cette année toujours dans le cadre de la préparation des épreuves sportives automobiles qui auront lieu cette année, donc au mois d'avril, mai et juin. Mais particulièrement cette année, on a la chance d'accueillir le départ de la Volta au mois d'août. Donc on profite de l'occasion pour rénover d'autres secteurs de la Principauté. Au niveau des enrobés, donc on démarre lundi avec une fermeture de l'accès du quartier de Monacoville à partir de 21h. Jusqu'à 6h le matin. Donc pendant ce laps de temps, les secours pourront bien sûr toujours intervenir si besoin. Les usagers pourront toujours accéder à pied ou en voiture depuis le parking des pêcheurs. Donc le parking de la visitation ne sera pas accessible pour l'occasion. Donc ça, c'est la nuit de lundi et de jeudi soir. Il y aura des petites perturbations de circulation mardi et mercredi, mais il y aura un maintien de la circulation, il y aura un pilotage qui sera mis en place pour maintenir l'accès au quartier. Si les usagers ont besoin, des parkings ont besoin de relogement tout au long de la campagne pour leurs véhicules, je les invite également à se rapprocher de la direction des parkings publics pour bénéficier d'un relogement d'un parking voisin. Le calendrier des interventions et les détails des perturbations sont à retrouver sur le site du gouvernement princier. Passons à l'interview de ce 19h avec le sénateur Ronan Le Gleut. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité après avoir été celui du Presse Club pour parler de défense européenne. En tant que vice-président de la Commission des Affaires européennes, comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui la capacité de l'Union européenne à construire une défense autonome, crédible et efficace face aux crises internationales ? Alors aujourd'hui, l'Union européenne et les Européens n'ont pas en soi une défense autonome dans la mesure où ils font partie d'un système de défense qui est évidemment celui de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'OTAN.
Et autant les Français conçoivent l'idée de défense nationale comme le fait, dans un héritage gaullien, eh bien d'avoir une capacité en propre, la majorité des autres États membres de l'Union européenne conçoivent leur défense dans un système d'alliance principalement. Et donc la réalité, c'est que aujourd'hui l'Europe est bousculée par son principal allié américain et par conséquent doit se réinventer et construire ce chemin vers l'autonomie stratégique. C'est de cela dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc, dans ce contexte, l'Europe doit considérer finalement les États-Unis de Donald Trump comme une dépendance à dépasser. Et il est vrai que dans le cadre de l'OTAN, il y a par exemple le partage nucléaire américain. Vous savez par exemple qu'en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et en Turquie, eh bien, ce sont des pays qui sont membres du partage nucléaire américain dans le cadre de l'OTAN. La France a fait un autre choix, là encore, et dans un héritage du général de Gaulle, qui est que la dissuasion nucléaire est totalement autonome chez les Français, depuis la production jusqu'à la liberté d'usage et d'intervention. Et donc, véritablement, ce qui se pose aujourd'hui aux Européens comme question, c'est pourrons-nous, en Européens, éternellement compter sur les États-Unis pour nous défendre? Cette question, je l'écrivais noir sur blanc dès 2019 dans un rapport pour la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. J'écrivais noir sur blanc en 2019, nous ne pourrons pas éternellement compter sur les États-Unis pour nous défendre. C'était prémonitoire. Aujourd'hui, on comprend bien que finalement, avec mes collègues du Sénat, nous avions vu juste. Et par conséquent, il faut maintenant travailler à ce chemin vers l'autonomie stratégique en européen. Impossible de parler de défense sans parler de la guerre en Ukraine. Elle a définitivement mis fin à l'illusion d'une paix durable sur le continent européen, d'après vous. Et est-ce qu'elle a aussi changé en profondeur la vision et les priorités de l'Europe en matière de défense ? Bien sûr, la guerre d'agression russe en Ukraine, qui démarre d'ailleurs bien avant le 24 février 2022 avec la Crimée et les opérations dans le Donbass, évidemment, c'est le retour de la guerre sur le conflit sur le continent européen. Et par conséquent, évidemment, cela pose la question de l'évaluation des menaces et la réévaluation surtout de l'évaluation des menaces. Et en particulier les pays d'Europe centrale et orientale, et ceux notamment qui ont une frontière, soit avec la Biélorussie, soit avec la Russie, nos partenaires européens sont extrêmement vigilants. Et d'ailleurs, nous avait annoncé d'une certaine manière la suite des événements historiques. Par conséquent, nous sommes là encore dans un système d'alliance à travers l'Union européenne qui est celui des traités de l'Union européenne, qui fait que, un peu comme dans le cadre de l'OTAN, il y a une protection mutuelle, eh bien nous sommes finalement dans le même destin collectif en européen, et c'est à cela qu'il faut travailler, c'est à travailler vers cette autonomie stratégique, tout en prenant parfaitement conscience des liens qui nous unissent. Et c'est de cela qu'il est question. Évoquons enfin, si vous le voulez bien, la place de Monaco. Quel rôle la principauté, un État de petite taille qui ne fait pas partie de l'UE, peut-elle jouer dans les débats sur la sécurité et la défense européenne ? Alors, effectivement, nous sommes ici à Monaco. Monaco est sur le continent européen. Par conséquent, ce qui touche à l'Europe touche Monaco, Monaco l'européenne, au sens géographique du terme, bien sûr. Et puis, en fait, je pense que Monaco a un rôle à jouer sur le plan diplomatique. En tant que pays souverain, il est membre de l'Organisation des Nations Unies, avec le droit de vote à l'ONU. Eh bien, cela donne à Monaco un véritable pouvoir diplomatique. Et c'est en ce sens qu'il est si important que la relation entre la France et Monaco, qui est excellente, perdure comme elle a perduré. Et c'est dans ce contexte-là que Monaco est facteur de paix. Merci beaucoup Ronan Le Gleut d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.
En ce 13 février, nous célébrons la journée mondiale de la radio, l'occasion de s'immiscer dans les coulisses de l'une de nos radios locales, à Radio Monaco. Comment s'organisent les matinales et qui sont les animateurs derrière les micros? Alexandra Pani et Arnaud Imbert nous dévoilent tout, regardez. On l'avait découvert dans Stranger Things en tant que Steve Harrington. Eh bien, il est également chanteur. Joe Kerry alias Joe End of Beginning à suivre dans le Sound of Monte Carlo. Ce sera juste après un nouveau point sur l'actualité. De 6h à 9h, ils vous réveillent tous les matins en musique et avec leur bonne humeur. Le Morning de Radio Monaco est un rendez-vous incontournable des auditeurs de la radio monégasque, incarné depuis septembre dernier par le duo Giulia Testaverde et Léo Baraban. Le morning, il est constitué avec plein de passages un petit peu différents et chacun peut aller piocher ce qu'il aime bien. On va avoir une partie centrée sur Monaco, les événements, ça sera l'écho du Rocher à 8h15. On va avoir plus de pop culture à 8h10 par exemple avec Be Curious. On va avoir du bien-être aussi avec Giulia. On a beaucoup de musique évidemment. Moi je vous invite à venir écouter, de chercher différentes tranches horaires. Et peut-être vous tomberez sur une chronique qui vous plaît. Pour Giulia, c'est un véritable marathon du direct tous les matins. Elle prend l'antenne avec le morning et accompagne les auditeurs jusqu'à midi avec l'émission Radio Monaco Feel Good, un exercice qui demande de l'organisation. On a une bonne préparation sur l'amont, notamment au niveau de tout ce qui est pop culture, tout ce qui est musical, puisqu'on sait que les sorties, c'est le vendredi. Donc nous, on check le vendredi, on commence à préparer. On travaille beaucoup avec Léo et avec notre programmateur musical Nicolas Pampaloni, parce qu'il faut que ça suive une trame. C'est vraiment un rythme et je pense qu'on structure la journée des gens. En fait, la radio, on fait tout passer par la voix et on donne des repères temporels. Il n'y a pas d'image concrètement, on n'est pas filmé nous en direct pour l'instant. Et c'est vrai que les gens, je crois que le matin, ils n'ont pas besoin, eux, de regarder l'heure. Ils savent quand il y a l'horoscope, c'est 7h05 et c'est hyper plaisant de se dire qu'il y a des milliers de personnes qui se réveillent avec nous. Ça fait partie de la beauté du métier et la grande chance qu'on a à Radio Monaco, c'est qu'il y a énormément de directs. On a des shows très identifiés et on a encore cette chance de faire du direct et vous le voyez dans des conditions juste magnifiques. Une logistique bien huilée. À leur côté, pour vous informer sur les dernières actualités, Marie Marquet. Elle concilie temps d'antenne et reportage sur le terrain. Elle nous partage sa routine de chaque matin. Levé à 4h du matin, j'arrive à la radio à 5h, donc c'est le début de ma journée, donc c'est tôt, mais ça reste magique de réveiller les gens, de les accompagner en fait avec un média nomade qui va peut-être les accompagner du réveil au petit déjeuner jusqu'à leur voiture. Et puis c'est parti, éplucher la presse, les communiqués de presse, toutes les informations pour pouvoir justement relayer toute l'actualité qui fait vivre Monaco et la Côte d'Azur au jour le jour. Et en fait la journée elle se fait un peu en deux temps, donc de 5h à 9h, c'est la partie préparation et antenne, du direct tous les matins et ensuite reportage sur le terrain avec des interviews, des rencontres pour aller au-devant de ceux qui font vivre la principauté et toute la Côte d'Azur aussi pour Radio Monaco. 3 fréquences pour les écouter, 98.2 à Monaco, 95.4 pour Nice et le Var ou encore 103.2 pour la région de Cannes et Grasse. Mais la radio a su prendre le virage du numérique avec une présence digitale grâce au DAB+, et au podcast. La petite radio monégasque a bien grandi. Elle célébrera l'an prochain son 20e anniversaire. Vendredi 13, c'est aussi une date redoutée du calendrier. Si pour certains, elle est synonyme de chance, pour d'autres, elle représente une véritable malédiction. Êtes-vous superstitieux? Christine Petit-Homel et Arnaud Imbert sont allés vous poser la question. Un peu. Pourquoi? Comme ça, ouais. Vous avez un numéro fétiche? Oui, le 7. Et alors pourquoi le 7? Le 7 parce que ce sont des dates de naissance, ce sont ma date de mariage, mon jour de mariage, tout ça. Pas plus que ça. Est-ce que vous avez un numéro fétiche? Ah oui, le 7. Et pourquoi le 7? Parce que je me suis marié le 7 février. Vendredi 13, je ne crois pas trop à la superstition, le fait que ça ne porte pas de chance, je ne sais pas. Et est-ce que vous avez un chiffre porte-bonheur? Non, pas vraiment. Peut-être le 7. Et pourquoi le 7? Tout le monde nous dit le 7. Ah oui, tout le monde me dit le 7. Ah, je ne sais pas, comme ça. je trouve que c'est un beau chiffre. Aujourd'hui, nous travaillons les marchés ici et restés fermés, bloqués sur l'autoroute pour l'incident qu'il y a eu dans le tunnel. Quindi un po' di superstizioni, il y en a un po', però c'est la vita, c'est comme ça. Alors, on est vendredi 13 aujourd'hui. Est-ce que vous êtes superstitieux? Pas du tout. Pas du tout, parce que mon mari, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc... Joyeux anniversaire!
22 ans, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Hein. Mais bon, Vous les faites pas. Voilà, des cheveux blancs à mon âge quand même, je dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Et j'ai pas encore trouvé ce que c'était. Et alors, est-ce que vous avez un chiffre porte-bonheur, le 13 peut-être? Ouais, porte-bonheur pas spécialement, mais le 13 ne nous fait pas peur. Qu'avez-vous prévu pour votre cher et tendre? Demain, pour la Saint-Valentin, vous êtes nombreux à vouloir surprendre votre partenaire. Et pour celles et ceux en panne d'idées cadeaux, Céleste Neukelman et Arnaud Imbert proposent dans ce reportage quelques options. En couple, seul ou entre amis, la Saint-Valentin est un bon moyen de fêter l'amour et de faire plaisir aux personnes que l'on aime. Le 14 février approche à grands pas et pour les retardataires, pas d'inquiétude, nous sommes allés vous chercher des idées cadeaux de dernière minute. Je vais fêter la Saint-Valentin au ski avec ma meilleure amie parce que j'ai décidé que la Saint-Valentin c'était pour les meilleurs amis et pas pour les copains. Avec un petit bouquet de roses entre amis, c'est sympa. We've been married for 5 years and we've come on holiday to Monaco and Nice to celebrate. Yes, it's important. Yeah, he's made me cards. He makes cards, don't you? Alors nous on a un petit week-end un peu spécial, c'était pas prévu de base mais on est à l'Aerox de Nice et du coup on passe demain avec ma copine qui est juste derrière pour la Saint-Valentin. D'habitude on va au restaurant, on fait une petite soirée tranquille. J'aime bien lui offrir des fleurs aussi pour la Saint-Valentin. Et pour l'occasion, l'élément vedette de cette fête reste la rose rouge, synonyme de passion, d'amour ardent et d'engagement profond. Elle revient chaque année à cette période. En fleurs uniques ou en bouquet, accompagnée d'un petit mot, elle demeure le symbole universel de l'amour passionné. Comme chaque année, la rose rouge, c'est la rose, c'est l'élément phare de la Saint-Valentin. Donc du coup, on la décline sous composition piquée, en bouquet, travaillée dans des cloches avec des petites peluches, voilà. Tout dans les tons rouges de l'amour. Et quoi de mieux que de se partager une viennoiserie aux couleurs de l'amour? Dans cette pâtisserie de Monaco, des créations gourmandes ont été élaborées spécialement pour l'occasion. Alors pour les viennoiseries et pour les pains, on voulait que ce soit des pains à partager et des viennoiseries à partager parce que pour la Saint-Valentin, c'est le principe. Et après, on a voulu travailler le fruit rouge qui est assez agréable dans les viennoiseries et la vanille pour changer un peu, donner un côté atypique à notre pain pour cet événement. On est là pour vous présenter les gâteaux signés par notre chef pâtissier Jérémy Thon. Donc on a soit les gâteaux individuels, soit les gâteaux de personnes qu'on a pensé pour les partager à la fin du repas avec notre amoureux. Donc on a un gâteau très frais, très fruité, avec une belle acidité donnée par les yaourts. Au-delà des roses et des chocolats, la Saint-Valentin rappelle surtout que l'amour, lui, ne se célèbre pas qu'un seul jour par an. Tout autre chose à présent, l'AS Monaco Rugby a tenu sa traditionnelle soirée des partenaires chez les Carabiniers du Prince. Les deux entités partagent en effet des valeurs communes mises à l'honneur hier soir par le biais d'échanges en présence d'invités de marque Alban Gingembre et Massimo Piantoni. Des personnalités du rugby sont rassemblées ici avec les Carabiniers du Prince et le club de l'ASM Rugby. Au programme des échanges sur la transmission, la santé mentale et le rugby féminin. Le but, envisager l'avenir du rugby en principauté. L'idée, c'est de faire émerger toutes les valeurs qui sont partagées par le corps des Carabiniers et la discipline qu'est le rugby et comment ça peut venir aussi dans un projet de société monégasque apporter une meilleure cohésion. C'est avec cette volonté que le corps des Carabiniers du Prince lance sa section rugby. On a beaucoup d'anciens carabiniers qui ont fait du rugby. Donc là, c'était développer une section qui puisse jouer et développer et continuer de développer ce lien fraternel qu'ils avaient pu échanger quand ils étaient plus jeunes. Parmi les soutiens de cette nouvelle section, l'ancien rugbyman Philippe Spanghero. On a envie que le rugby se déploie sur les territoires parce qu'on l'a dit, mais c'est un des sports qui illustre pour nous le mieux les valeurs qui doivent être les nôtres, nos valeurs de société, de vivre ensemble. Et donc plus il y aura d'initiatives de ce genre, plus on les soutiendra. En attendant de voir les Carabiniers manier le ballon ovale, la Fédération monégasque de rugby vous donne rendez-vous au mois de mars pour le tournoi Sainte-Dévote. La compétition internationale réservée aux moins de 12 ans aura lieu plus précisément les 20 et 21 mars. Avant de refermer ce journal, quelques notes de musique. L'Académie Régnier 3 proposait jeudi soir une soirée clavier-voix, un concert articulé autour d'Anna Magdalena Bach, qui n'est autre que la seconde épouse du grand Jean-Sébastien Bach. Le récit d'Alexandra Pani sur les images d'Hugo Comaza.
Musique baroque au programme de cette soirée, clavier-voix pour les élèves de l'Académie de musique Régnier 3. Une élève de l'atelier théâtre reprend la chronique d'Anna Magdalena pour donner vie au petit livret de Jean-Sébastien Bach offert à son épouse. Ça a fédéré du coup plusieurs classes puisque je fais du travail en collaboration avec les classes de théâtre et la classe de chant avec qui depuis de nombreuses années j'ai un atelier. On appelle ça l'atelier baroque puisqu'on joue de la musique baroque. Le petit livre a été écrit par Jean-Sébastien. Il l'a même offert à sa femme après 2-3 années de mariage parce qu'elle était elle-même musicienne. Elle chantait, vous allez entendre des pièces chantées et aussi des pièces instrumentales qui sont adaptées pour un jeune public. Donc nos élèves de premier cycle, c'est un peu un livre incontournable à travailler dans les premières années. Et j'ai fait des adaptations, des transcriptions pour trio avec harpe, flûte à bec, violon, violoncelle, viole de gambe. Sur scène, ils ont entre 10 et 50 ans, tous élèves de l'Académie Régnier 3. Mais pour certains, cette soirée revêt un caractère particulier car il s'agit de leur toute première scène. J'ai déjà fait, mais pour le chœur d'enfant. Sinon, en termes de musique clavecin, quoi, ouais, c'est ma première. C'est une sorte de piano, sauf qu'il ne fonctionne pas avec des marteaux, c'est des sortes de becs qui en fait pincent les cordes. Et aussi, plus souvent, c'est sur 2 claviers. C'est un registre intéressant, j'aime beaucoup tout ce qui est musique baroque. Donc là c'était parfait, en plus autour d'Anna Magdalena Bach c'est fantastique. On m'a surtout proposé ça à la base en tant que chanteuse et c'est ensuite ma professeure de clavecin qui m'a intégrée dans le projet à la base continue au clavecin. Et voilà, j'ai accepté les deux parties. Rappelons que la soirée a débuté avec les tout jeunes élèves de la chorale. Ils ont interprété 13 à la douzaine d'Isabelle Aboulker, une suite de chansons poétiques et ludiques. Une belle performance pour leur jeune âge, saluée par leur professeur. Cette édition est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour un week-end sportif avec la Monaco Run. La course sera une nouvelle fois marquée par la marche rose de l'association de lutte contre les cancers féminins Pink Ribbon. Les photos des éditions précédentes s'afficheront dans quelques instants. Juste après les prévisions météo de Frédéric Hélion et un nouvel après-JT à découvrir, nous avons choisi de vous partager ce vendredi une aventure que les lycéens d'FNB ont vécue auprès de la Patrouille de France. Excellente soirée sur Monaco Info. Bonsoir à toutes et à tous, le début du week-end sera maussade avec de la pluie le matin et un ciel bien couvert l'après-midi. Samedi, attention au vent qui soufflera assez fort en tout début de matinée avec des rafales à 55 km/h avant de se calmer. Les températures seront comprises entre 10 et 14 degrés samedi 14 février. Ce sera la Saint-Valentin bien sûr.